avec Engie. Mes premiers pas, oui, sur le central de Roland-Garros, c'est en 78. C'est un premier tour. Je suis l'espoir du tennis français et ouais, je joue sur central pour la première fois contre Alvaro Filiol, un jeune joueur chilien. Voilà, j'ai 18 ans, c'est mon rêve. En fait, la difficulté pour moi pendant le match, c'était pas tellement l'adversaire. Je crois que je l'ai massacré. Mais c'était surtout tout ce monde qui te regarde. Tu vois, et en fait, la difficulté pour moi, c'était entre les points. Dès que le jeu commençait, ça allait. Tu as les ramasseurs de balles, à tous les gens qui te regardent. Et en fait, c'est pour ça que tu commences à avoir des tics. C'est une espèce de nervosité. Parce que sur un match de 2-3 heures, en fait, tu joues 30 minutes. Le reste du temps, ben, voilà, tu es là, tu gamberges, tu tournes en rond. Et quand tu joues sur un grand court comme ça, c'est vrai que c'était impressionnant. Ça m'avait pesé. La première fois, c'est l'énergie du rêve, quoi. Je l'ai tellement rêvé, ce moment. Quelque part, c'est comme si j'avais déjà joué ce match. Depuis tout petit, je rêve de ce moment-là. Et moi, j'étais un joueur physique, ouais. Techniquement, j'étais ordinaire, limite nul, par rapport à ce niveau. Hein. J'avais un bon service, mais j'étais physiquement, par contre, je cavalais tout le temps. Je courais tout le temps. Je faisais des footings tout le temps. Allez! Agressif sur les appuis, là! Agressif! Une journée de repos, c'est minimum 45 minutes de footing, abdos-pompe. Ça, c'est quand tu fais rien, quand tu es en vacances. Et Joachim fait ça aussi maintenant. Et puis, comme on est des malades, il faut se faire mal. Et puis, si t'as pas mal, c'est que tu t'es pas bien entraîné, quoi. Avoir mal. Si t'as pas mal, tu transpires pas, tu bosses pas. Et puis, tu repousses tes limites, tout le temps. Il y a eu un moment où j'étais en demi-finale contre Roger Vasselin. Là, j'ai fait un smash, j'ai jamais sauté aussi haut. Au moment où j'ai fait, je me suis dit, putain, mais je suis resté longtemps là-haut, là. J'ai servi, là, il a fait un retour slicé, donc la balle est restée, je sais pas, un centième de seconde plus haut. Il y a une espèce de coup de vent, la balle, elle est restée au moment où je sautais. Et la balle m'a tiré vers le haut et j'ai filé un extra coup de rein et je suis allé très très haut. Et j'ai tapé de toutes mes forces, la balle a tapé, elle est allée dans les tribunes. C'est l'instant où j'étais le plus en forme de ma vie, ce coup-là. En fait, on a été les premiers joueurs de tennis... quasiment les premiers professionnels, quoi. On était 5 ou 6 à avoir un coach personnel. Maintenant, tous les gars ont des coachs personnels. C'était le luxe, quoi, tu vois. Parce qu'après un entraînement, après un tournoi, après un match, après... Voilà, tu es obligé de te faire masser au moins 1 heure, quoi, si tu veux remarcher le lendemain, quoi. Après, je me souviens, il y avait Martina Navratilova qui avait découvert un truc, qu'en fait, il fallait manger des pâtes. On s'est mis à bouffer des pâtes. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde bouffe des pâtes. Changement de côté, nous on buvait de l'eau, tu vois, moi il m'est arrivé de boire même des trucs à bulles noires, là. Maintenant c'est impossible. Tu vois, maintenant ils ont des préparations, tu vois, où il y a tout ce qu'il faut des vitamines pour récupérer, du sel, pour éviter les crampes. Alors c'est des boissons, la bleue, la orange, la rose, c'est l'évolution, c'est normal. Tu vois, les cadences aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable, donc la diététique bien sûr. On regarde les meilleurs joueurs, la différence entre un numéro 4 et un numéro 7 ou 8, c'est l'hygiène de vie. C'est une fois que tu as les trophées à la maison, les images jaunies, je pense que la plus belle chose, c'est de transmettre. Et puis forcément, j'arrive à un âge où j'avais envie de transmettre. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire encore dans le tennis. Et par-dessus tout, c'est donner l'envie, donner la possibilité déjà à des gamins de jouer. Et Arthur Ashe, avec son association, m'a montré un moyen de le faire. J'étais très inspiré. J'ai voulu aussi avoir mon association, faire jouer les gamins des quartiers. Et c'est grâce à cette inspiration que j'ai monté Faites le mur il y a presque 20 ans. Ouais, je joue un peu avec elle, et après, ce qui fait derrière... Il y a un mouvement de ma part, mais il y a aussi un mouvement extraordinaire qui revient, qui s'appelle le respect, la reconnaissance, et puis tout d'un coup, la possibilité de voir quelqu'un qui tout d'un coup s'épanouit grâce à l'organisation et la structure qu'on a pu mettre en place. Quand je vois un gamin tout d'un coup s'amuser, jouer grâce à notre assos, c'est aussi ça. Tu peux aussi bouleverser la vie des gens de manière positive. Et quand tu commences à toucher ça, tu deviens tu deviens un champion. Dieu du tennis, c'était Arthur Ashe. Il s'est trouvé qu'un jour, je lui ai demandé un autographe et il m'a donné une raquette. C'était ma première raquette. J'ai toujours essayé de lui ressembler. Dans l'attitude, il avait toujours cette espèce de dignité, une posture. Tout ce qu'il a fait
Il était plus qu'un joueur. C'était un champion. C'est un gars qui avait beaucoup de générosité, beaucoup de classe. Son aura dépassait largement celle du tennis. C'était un mec bien, quoi. Et ouais, c'était mon héros. J'ai essayé de m'inspirer de lui. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie, en dehors du cours, qui m'ont été inspirées par Arthur Ashe. Pour moi, c'était vraiment une stimulation. C'est quelqu'un qui m'a aidé quand j'étais jeune. Il m'a invité à mon premier tournoi à Miami à jouer les championnats du monde de moins de 14 ans. J'ai gagné mon premier tournoi à Richmond, c'était sa ville natale, c'est lui qui m'a redonné ça, qui m'a remis la coupe. Il y a plein de symboliques comme ça. Quand j'ai gagné à Roland-Garros, la première interview que j'ai faite pour la télé américaine, c'est lui. Et alors qu'il m'avait découvert 12 ans avant au Cameroun. Donc oui, il y avait ce lien avec lui. Et ensuite, oui, c'est vrai qu'il m'a donné de très bons conseils. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Les champions, ils sont courageux, mais c'est même presque au-delà, presque maso. Tu vois, tu aimes quand ça commence à faire mal. C'est vraiment le moment de vérité une fois que tu es sur le court. Et là, tu donnes tout ce que tu as. C'est tout ton sacrifice, ton boulot, tu donnes tout, tu vas au-delà. Et des fois, il peut y avoir effectivement des points où tu vas au bout de toi. J'ai vu des joueurs terminer avec des crampes, se relever, repartir, jouer un point, retomber, physiquement détruit, mentalement à bout. Il y a des moments aussi sur le court, pour y arriver, où tu sens plus la douleur. La douleur, rien ne peut t'arrêter. Et certainement pas la douleur. Alors là, la douleur, c'est mais vraiment rien, quoi. Tu peux gerber sur le court, tu peux avoir des crampes, tu peux avoir mal à la tronche. Tu joues, t'es malade. Mais là où tu dois vraiment puiser dans tes réserves, c'est quand t'as paumé. Tu sais pas si c'était un rêve ou un cauchemar, et tu te réveilles, t'aperçois que en fait, t'as perdu. Et il faut que t'ailles t'entraîner. C'est là qu'il faut avoir du courage. C'est là que c'est dur. Et le public, il est essentiel. Tu rentres sur le terrain, t'as la bâche qui s'ouvre, tu rentres dans l'arène. Showtime. Tu vas faire le show. Tu vas leur montrer. Tu gagnes un match, tu regardes pas tes pompes quand tu gagnes le match. Première chose que tu fais quand tu gagnes la balle de match, c'est que tu regardes les gens. Et plus ils sont heureux, plus tu es heureux. Moi, j'en ai chialé de voir des gens heureux, mais des premiers tours. Je te parle pas que des matchs connus, mais des premiers tours, des deuxièmes tours, des matchs où j'étais pas très bien. Le public m'a aidé, m'a porté. Et à la fin, tu gagnes et tu vois les gens, ils sont contents. Et là, c'est des émotions très, très fortes. Le public peut changer de joueur, le public participe. Il y a des guet-apens, tu vois. Tu te retrouves à jouer contre un Colombien, il y a 200 places, et puis sur les 200 places, il y a 300 Colombiens qui applaudissent toutes tes fautes. Là, ton match, il va être chaud. Je sais pas s'il a besoin d'haranguer la foule parce qu'elle est déjà debout. Elle est debout à chaque fois. Moi, j'étais très émotif. Je jouais un peu avec le public. Le public me suivait. J'arrivais avec mes dreadlocks et machin, mon jeu d'attaquant. Les gens préféraient les joueurs qui attaquaient. Tu sais, je montais au filet, je faisais une volée gagnante. Le mec, il me regardait, tout penaud, et je là. Et bien voilà, c'est terminé, victoire de Yannick Noah. Les gens, le public français m'a porté pendant des années. C'était une belle aventure. Ça valait la peine. Ça valait la peine des entraînements, les crampes, ça valait la peine. Pour moi, le bluff, c'est un choix tactique. C'est un regard. Ça commence par, tu sais, quand l'arbitre fait le toss, et là, le regard, il est important, là. Hein. C'est comme les boxeurs, ça existe vraiment. L'intimidation, elle a lieu avec Serena dès le tirage au sort, il paraît. Il y a tout ce jeu qui n'est pas visible, mais il y a ce jeu-là, quoi. Le plus beau coup de bluff pour moi qui est à Roland, c'est Chang sur la balle de match qui se met sur la ligne de service et qui, en gros, dit à Lendl, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, tu sais quoi, tu vas faire une double faute. Et si tu la mets dans le carré, je l'aurai pas parce que je suis sur la ligne, mais tu vas la rater. On n'a jamais vu ça sur une balle de match. Et là, il crée une espèce de tension de par sa position. Il crée cette tension. Là, le public rigole, réagit. L'arbitre, il y a au moins une bonne minute avant qu'il puisse servir sa seconde balle. Il y a une tension incroyable. Au moment où il sert sa seconde balle, il la fout trop loin. Double faute et match pour Chang. Ça, c'est un beau coup de bluff. C'est Connors qui mène dans ce set.
l'escroc. Il va pas être content de Jimmy. C'est un malin, Jimmy. Il m'avait fait un coup une année en 80, j'étais jeune joueur, on joue sur Centrale. Et à un moment, il me fait une amortie, je cours et je fais un espèce de grand écart et je me claque. Et là, il s'approche de moi et le public l'applaudit parce qu'il fait semblant de me soulever, tu sais. Il m'amène vers la chaise et là, le public, c'est l'ovation pour monsieur Jimmy, le mec, tu sais, hyper sportif, le fair play. Et une fois que je suis assis, il va voir l'arbitre, il fait « Encore 15 secondes, il faut le disqualifier. » Et là, le public, ils n'ont pas entendu ça. Et puis je sors, bon, bien sûr. Et puis Connors qui sort sous les acclamations du public alors qu'il nous avait encore une fois embrouillé, quoi. Mais ça fait partie du jeu. Mais la tactique, en fait, le meilleur joueur du monde, il joue son jeu et les autres s'adaptent. Pour moi, le dernier survivant de notre génération, qui est Fabrice Santoro, qui est beaucoup plus jeune, hein, mais qui avait un jeu un peu atypique, était le seul à encore jouer. Il jouait. C'est-à-dire que il changeait de rythme, il pouvait comme ça brouiller les cartes. Monter au filet sur des balles à contre-temps, faire des lobes, des changements de rythme, masquer des coups, faire des balles molles volontairement. Et sur certains joueurs, ça marchait. Il a battu des gars... Enfin, je me rappelle qu'il battait Marat Safin, il a battu Marat Safin et Fabrice devait avoir, je sais pas, 34 ou 35 balais. Il battait Safin qui était dans les premiers, quoi, qui était un espèce de monstre. Et donc, il y avait cet effet de surprise qui était intéressant pour le malade de tennis que je suis, quoi. On se parle, on se motive. Des fois, tu as des phrases comme ça avant de rentrer sur le terrain. Tu vois, allez, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Rien ne m'arrêtera aujourd'hui, rien ne m'arrêtera. Allez-y, rien ne me touchera, tu sais. Et puis tu restes dedans comme ça pendant des heures. En fait, on évacue ce qu'on a à l'intérieur. Il y a une petite bête à l'intérieur de chacun d'entre nous qui s'appelle la petite voix. Certains vont appeler ça la conscience. Elle n'arrête pas de te parler. Et parfois, ça va même plus loin. C'est-à-dire que tu te parles et le public et les gens qui sont autour de toi, du coup, sont en phase. Ils savent où tu es. Allez, ce point. Allez, ce point. Et là, t'entends 50 personnes autour. Allez, Yann, ce point. Et là, t'as déjà un peu plus de force, là. T'as déjà un peu plus de force. Et quand t'arrives à créer, justement, cette énergie autour de toi, de par ton attitude, de par tes coups, de par ce que tu vas dire, de par ton comportement, de par ces mots, d'un coup, tu crées une énergie unique qui est autour de toi et qui te porte. Et là, ça le fait bien. Parce que là encore une fois, t'es encore plus fort. Ce sont des petits détails. Et à la fin, tu vas au-delà. Il y a un vrai jeu dans le vestiaire. Une des plus belles anecdotes, en tout cas, c'est Panatta qui joue justement contre Solomon en finale. Et Panatta est magnifique, Panatta. Il est très beau, italien, magnifique, super tenu. Et il joue contre Harold Solomon, qui est tout petit, qui n'est pas super élégant, quoi, comme mec, qui est tout petit. Et quand tu joues en finale, autant les premiers tours, tu as 200 mecs dans le vestiaire, autant le jour de la finale, vous n'êtes que 2. Et à l'époque, il y avait des miroirs, et puis il y a un moment, il y a Solomon qui est en train de se peigner sur la pointe des pieds pour arriver pour se voir. Il est en train de se peigner, et il y a Adriano qui passe derrière, qui se met derrière lui comme ça, et qui le dépasse d'une tête, et il lui fait « Seriously, Soli, between you and me, who is supposed to win ?» Il lui fait entre nous, Soli, vraiment, qui doit gagner? Et c'est vrai que, il avait déjà pris des points avant même que le match commence. J'ai vu ça aussi une fois, c'était la finale Federer, une finale Federer-Nadal, et on se retrouve tous les anciens vainqueurs derrière la bâche, et tout d'un coup, le juge arbitre arrive, et les joueurs arrivent, donc on se tait, et là arrive Roger, salut, bonjour tout le monde, bonjour, c'est discrètement, bonjour, et il attend, et là arrive Nadal nous regarde, ne calcule pas Federer, qui le regarde comme ça, et commence à faire des sauts de kangourou, mais c'était un taureau prêt à aller à la baston. C'était impressionnant. On s'est tous regardés, on s'est dit, mais Nadal a déjà gagné le match. Espagnol qui ovationne l'arrivée de Rafa sur le court, c'est pas la même attitude, hein, vous voyez très placide, du côté rouge, du côté suisse, et puis ça bouge déjà,
c'était très tonique côté espagnol. On a tous un peu la trouille. Le truc, c'est de ne pas le montrer, quoi. Et c'est celui qui le montre le moins qui a un ascendant. Dans les années 80, il y en a commencé à avoir les premières raquettes en graphite, mais par-dessus tout, les premières raquettes à grand ami. J'ai commencé à jouer avec un plus grand ami quelques mois avant ma victoire à Roland-Garros, et puis quelques années après, tout le monde jouait avec des grands amis. Tout en sachant qu'autrefois, pour corder une raquette, même avec les machines, on mettait 1 heure. Maintenant, on te corde une raquette en 7 minutes. Je crois, je vais pas dire de conneries, mais c'est très rapide, quoi. Tu fais un signe à ton coach, 2 raquettes, 10 minutes après, le temps de faire 2 jeux, t'as 2 nouvelles raquettes avec la tension qu'il faut. Ensuite, les balles étaient plus légères. Donc, il faut savoir que les raquettes en bois étaient hyper lourdes. Pour envoyer un service à 200 à l'heure, tu te démontais l'épaule. Maintenant, toutes les filles servent à 200. Voilà, 201. Et donc, la génération qui arrivait après, dans les années 90 et 2000, nous, on s'est adapté au matériel. Tous ces joueurs-là, ils ont appris à jouer avec ce matériel, donc avec des prises incroyables, des prises uniques. Tu as 2 prises d'attaque, quasiment tout le monde maintenant avec des revers à 2 mains, parce que ça permet d'avoir 2 prises d'attaque en retour. Moins de blessures parce que les raquettes sont quand même beaucoup plus légères. Et du coup, ça va beaucoup plus vite, quoi. Ça va beaucoup plus vite avec un effort inférieur. Les grands joueurs, enfin tous les grands athlètes savent se concentrer. Et aujourd'hui, la plupart des joueurs sont des maîtres zen. Au niveau de la concentration, c'est incroyable. Djoko, Nadal, Federer, les regards, c'est tellement beau, ils sont vraiment dedans, quoi. Tu joues une demi-heure pour un match qui dure 3 heures, donc la gamberge, t'arrêtes pas de gamberger, t'arrêtes pas d'avoir des idées quand tu demandes la balle au ramasseur de balles, quand t'es assis sur ta chaise au changement de côté, quand le mec mène, quand tu es devant, etc. Il y a plein et l'idée, c'est de à chaque fois te remettre dans ton truc. Voilà, ma tactique, c'est ça. Faut pas paniquer quand tu en sors. McEnroe pouvait en sortir facilement. Mais quand il sortait, il te faisait sortir aussi. Il avait un pouvoir de concentration supérieur à d'autres. C'est-à-dire qu'il pouvait sortir et revenir. Donc sur sa concentration, il était plus fort. Et quand il y avait un point important, il était dedans. Il te regardait pas, il se mettait dos à toi comme ça. 1 fois, 2 fois, et tu savais que ça allait venir, et tu savais qu'il le ratait jamais à ce moment-là. Et lui, il revenait, mais toi, t'étais encore en train de flipper, quoi. C'était le jeu mental. C'était pas ma force, quoi. J'avais beaucoup de volonté, j'avais beaucoup de rage, mais je pouvais aussi laisser mes émotions me distraire. Il y a toujours une attente de la part des autres, et ça commence par la famille. Forcément, il y a une attente, quoi. Une envie, mais ça reste subtil. Bien entendu, j'ai jamais senti de pression de la part de mes parents. Bien sûr qu'ils avaient envie que j'y réussisse. Tout ça, c'est de l'amour, en fait. Et c'est vrai qu'on rentre sur le terrain, que tu as toute la famille dans les loges, tu as tous les copains qui sont déjà installés, tu sens qu'il y a une espèce de tension. Ils sont tous derrière moi. Il est un peu chez lui. On se sent épaulé, on se sent entouré, on se sent protégé. J'ai jamais ressenti ça comme un souci ou un problème. Au contraire, ça me motivait. C'est pour ça que j'aimais beaucoup jouer sur le central de Roland-Garros. Je connaissais tout le monde. À certains matchs, je sais pas, on devait être peut-être 200. Des copains d'enfance. Il m'est arrivé de jouer avec un arbitre avec lequel j'étais allé à l'école. Donc on est un peu à la maison et c'est vrai il y a une attente. Mais quand tu gagnes la balle de match, tu te retournes vers eux. Ça le fait bien. Moi, ça a toujours été une source d'énergie. Je me suis toujours senti très bien sur ce court à Roland-Garros. J'étais chez moi. Il y en a qui le ressentent comme une pression. Moi, j'ai toujours adoré. J'étais chez moi. Quand je suis rentré sur le court en finale, je me souviens ce que j'avais dans la tête. Je dis, je préfère mourir que sortir sans la coupe. Mais c'était pas des mots. J'allais jusqu'à crever, mais je sortais avec la coupe. J'avais aucun doute quant à l'issue du match. Pas que j'étais sûr que j'allais gagner, mais j'étais sûr que j'allais être à 150%. J'étais prêt. J'aurais pu le perdre. Mais la pire chose, c'est pas tellement de perdre. La pire chose, c'est d'arriver à ce moment-là et d'avoir le sentiment qu'on n'a pas donné le meilleur. Et moi, j'ai fait un très bon match.
le jour J. Les heures que j'ai passées à rêver sur le bord de ce cours vide quand j'étais môme, toutes ces heures passées à rêver de ce moment, en me disant ça arrivera jamais, c'est juste un rêve. Et le jour où ça arrive, je peux te dire un truc, c'est que je la laisse pas passer ma chance. Non, personne n'allait prendre mon rêve. Là, c'était à moi, rien n'allait m'arrêter. J'avais trop travaillé, j'avais trop sacrifié de choses pour ce moment, pour me laisser détourner d'une manière ou d'une autre. J'avais cet objectif et c'était que j'allais montrer. Engie, partenaire énergie de Roland Garros. Quand je suis en France, tous les jours, chaque fois que je marche dans la rue, tous les jours, quelqu'un va me dire quelque chose sur ce moment, 33 ans après. Et ça, c'est super chic.